Évidemment, sur Boursorama, on voulait vous parler de tas de choses, mais aujourd'hui de cette bizarrerie pour le commun des mortels, parce qu'on parle de quoi? Des actions européennes, des indices boursiers européens, qui sont en hausse, évidemment, depuis le début de l'année. Il y a ce rebond, zone euro, on va dire, 12-13%, mais les volumes ne suivent pas, bien au contraire. Il y a même des sorties, des flux sortants, des décollectes sur beaucoup de SICAV ou d'FCP qui sont investis sur les actions de la zone euro. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Lorenzini, fondateur du site N3D. On peut dire ou pas que les investisseurs boudent les actions européennes, parce que quand on voit que les marchés montent entre 10 et 15%, quel que soit le pays ou en zone euro, on se dit qu'ils ne boudent pas. Et pourtant, quand on regarde les flux, ça ne suit pas. On est sur une situation bizarre, un peu paradoxale. On a l'impression que ça sent le gasoil sur les marchés en ce moment. On a en même temps, sur les places européennes, des marchés qui sont bien orientés. Le DAX fait à peu près 11% depuis le début de l'année. Le CAC fait 15%. Le CAC fait à peu près 15%. Globalement, l'Eurostock 50, il est à peu près à 13%. Donc on n'a pas à rougir face à des marchés américains. Les perfs, elles sont là. Mais oui, le Dow Jones est à peu près à 11-12. Et en même temps, ce qu'on constate, c'est qu'on a des faibles volumes. On a sur le CAC 40 à Paris des séances avec moins de 4 milliards par jour. On est parfois à presque 3 milliards, ce qui est quand même des petits volumes. Donc on fait des marchés avec des faibles volumes. Et vous savez comme moi que ce qui légitime un prix de marché, que ce soit à la bourse ou sur l'immobilier, c'est le fait que le prix se fasse avec certains volumes. Et parallèlement, ce qu'on voit aussi, vous l'avez évoqué, c'est des dégagements. C'est-à-dire qu'on a des volumes négatifs. L'un est concomitant. L'un est concomitant. On a une suspicion quand même clairement des investisseurs, une espèce de désamour des investisseurs à l'égard des marchés européens. Oui, mais qui n'empêche pas, encore une fois, les indices boursiers de monter. On se dit que ça monte, que c'est du flanc, finalement, ça monte dans le vent. Non, peut-être pas. On regarde toujours, c'est pour ça que j'évoquais les volumes, quand vous regardez un prix, corrélativement, ce que vous regardez, c'est est-ce que ce prix est solide, et ce qui donne la solidité du prix, là encore, que ce soit sur une valeur boursière ou sur l'immobilier, ce qui donne la solidité du prix, c'est les volumes. Quand il y a des petits volumes comme ça, on se dit, attention. Pourquoi ces petits volumes Désamour. Qui n'empêchent pas le marché de monter encore. Non, désamour parce que il y a plein de questions sur l'Europe, sur la zone euro. Il y a en ce moment le feuilleton du Brexit. Ouais. C'est quand même un rebondissement. Ça fait 2 ans que ça dure, 3 ans. Oui, mais là, ça s'est intensifié. De jour en jour, ça s'est intensifié. Il y a la question italienne qui n'est pas réglée. On a quand même quelque chose qui est mis... Pas sous le tapis, mais entre parenthèses, c'est ça. C'est occulté, la question italienne est occultée par le feuilleton Brexit. Il y a les élections européennes qui arrivent. On se dit comment ça va se jouer. Il y a un vent d'européanophobie. C'est le on. Le on est intéressant. Pour un investisseur asiatique qui voit ça de loin, lui, il ne fait pas la différence entre la France et l'Italie. Il voit juste que c'est un peu le bordel, politiquement en Europe. Et donc, un investisseur asiatique, mais aussi un investisseur américain, quand il voit à la télévision les événements tous les samedis en France, il se dit, mais c'est l'émeute, que se passe-t-il? Donc la zone euro, l'Europe, vu de l'extérieur, c'est très compliqué. Et puis là-dessus, vous rajoutez quoi? Vous rajoutez qu'on est en fin de cycle économique. Okay, on est sur des ralentissements. L'OCDE a revu à la baisse ses anticipations de croissance sur la zone euro. On était à 1,8. Et l'OCDE dit, on voyait 1,8, maintenant on voit 1. C'est pas la même musique. Le marché, on a un PER sur l'Europe qui est de l'ordre de 12, un petit peu au-dessus de 12. C'est pas énormément cher. Mais compte tenu de ce contexte, on se dit, est-ce qu'il faut continuer à aller sur ces marchés? Ce qui va, à mon avis, être un peu le juge de paix, on va rentrer dans la saison des résultats des trimestriels. Ouais. Et ça va, sous réserve que ces chiffres soient bons, ça va donner un peu... Chiffres qui ont été largement révisés à la baisse, semaine après semaine. Mais chez tout le monde. Mais ça peut éventuellement donner un peu d'air au marché. Mais tous ces facteurs expliquent que les opérateurs, ils vont du bout des doigts. Alors, les locaux, effectivement, continuent à être actifs sur le CAC 40, mais les investisseurs étrangers qui souvent passent par de la gestion collective des fonds, ce qui explique la décollecte. On a des chiffres là-dessus, Frédéric, qui montrent que voilà, la décollecte, elle est de temps, elle vient de tel type d'investisseurs. C'est très clair. Les derniers chiffres publiés par Bank of America Merrill Lynch font état de dégagement net sur mars de 16 milliards de dollars. Bon, allez, on va dire 15 milliards d'euros. Sur mars, sur les fonds actions européennes.
décollectent. Ils récupèrent leur argent. Ouais, mais c'est sur un mois, il faut regarder, j'imagine, sur plusieurs mois. Et alors, quand on regarde un autre indicateur qui est intéressant, les chiffres publiés par l'IXOR qui fait des ETF, l'IXOR dit quoi? L'IXOR dit, sur la même période, nous, ce qu'on voit, c'est beaucoup de flux sur les ETF actions américaines et émergents, de l'ordre de 8 milliards. Ouais. Beaucoup d'argent sur les émergents, sur les marchés américains, et puis sur les indices européens, sur la même période, une décollecte de entre 4 et 500 millions. Bon, c'est pas non plus le... c'est pas des gros montants. Mais d'un côté, il y a de l'argent qui y va, émergent et marché américain, et de l'autre côté, l'argent sort. C'est quand même très significatif. Ouais. Donc, est-ce qu'on va réussir à inverser cette tendance? C'est pas sûr. Ouais. Et on se dit quoi alors pour le coup, une fois qu'on dit tout ça, on se dit, il y a des gérants qui ont loupé la hausse, donc finalement, comme elle s'est faite avec moins de volume, tout retracement, toute respiration, toute correction, toute consolidation, on voit bien ne tient pas parce qu'il y a des mecs qui veulent rentrer, qui veulent en être, qui ont vu passer la hausse sans pouvoir en profiter. On fait quoi là? Alors, ça veut dire on se dit, il y a de la décollecte, c'est comme un signal. Alors non, parce que la décollecte peut parfois être irrationnel, c'est-à-dire qu'il y a des surréactions. Effectivement, ce feuilleton du Brexit, vu de l'extérieur, c'est vous disiez tout à l'heure, oui, mais vu de l'extérieur, pour un investisseur asiatique, l'Europe c'est compliqué. Bah oui, l'Europe c'est compliqué, comme tout marché qui est en train de se construire. Non, il y a sans doute une forme de désamour qui est excessif. En plus, je pense que comme on le dit, c'est sur ces périodes où il faut être sélectif, tout ne va pas réagir de la même façon. C'est-à-dire qu'on était sur une logique, on se disait, on va rentrer sur une phase de hausse de taux. Là, on voit bien que les banques centrales disent « Oh là là, il faut respirer ». Il faut respirer, c'est-à-dire que les taux, vraisemblablement, ne vont pas remonter aussi facilement qu'on l'espérait. Le lien avec la choucroute, là, c'est quoi? Ça veut dire que certains secteurs vont être à la peine. Un des secteurs classiquement à la peine quand les taux sont bas, c'est le secteur financier. Ouais. Et donc là, à un moment, on va assister à des rotations sectorielles, vraisemblablement que les secteurs cycliques vont souffrir, et vraisemblablement que les secteurs dits défensifs, la consommation, l'alimentaire, l'agroalimentaire va résister, la santé va résister, et donc là, il va falloir effectivement le jouer, comme on dit, assez finement. Ouais. Un ou deux trucs que vous avez pu regarder, une ou deux SICAV qui se comportent bien. Alors, mais c'est compliqué parce que moi j'ai regardé un peu ce que vous m'avez envoyé, c'est hyper intéressant. On va voir qu'il y a des fonds qui sur 10 ans gagnent 10%. Mais il y a de la volatilité. Hein, ouais, mais tous en 2018 se sont pris un bouillon, quoi. Ouais. En fait, mais parce qu'en 2018, c'était année calamiteuse. On l'a déjà évoqué, en 2018, les marchés boursiers étaient mal orientés, les taux, c'était compliqué. On a quelques gérants, on les a évoqués, c'est des H2O qui ont réussi de très belles années en 2018, sauf que quand on prend des fonds comme H2O… Pour un H2O, il y a 100 à côté. Mais oui, mais parce que quand on prend un H2O multibond, on n'est pas sur de l'obligataire, on est sur de la gestion alternative, ce qui est très bien, attention. Mais on est sur des gestions très sophistiqués et on sort des marchés conventionnels tels qu'on les évoque sur ce plateau. Alors, sur 2019, il y a des incertitudes sur les marchés européens. Il faut aller sur des choses qui sont défensives. C'est typiquement les gestions value ou les gestions rendement. Le rendement, c'est quoi? C'est de dire, sur les marchés actions, c'est un peu compliqué. C'est toujours compliqué de jouer la valorisation du sous-jacent. Donc on joue les dividendes. On joue les dividendes. Les dividendes, c'est bon an, mal an, chaque année, pardon, entre un tiers. C'est entre 2, 4, 5% de la performance. Ouais. Okay, et là, vous avez des fonds, juste deux exemples. Vous avez un MNG, European Strategic Value, okay, qui sur 10 ans, vous l'évoquiez, fait 10% par an en moyenne. Ouais, mais un fonds défensif qui perd 10% en 2018, pour moi, il n'est pas défensif. En 2018, ça fait… Alors, j'ai dit défensif, value et rendement. Hein, c'est la trilogie. Et puis, un autre support auquel on ne pense pas toujours, c'est un ETF, c'est un Invesco RAFI Europe. Ouais. RAFI, c'est un indice un petit peu sophistiqué qui tient compte des fondamentaux. Et donc, la pondération des valeurs dans l'indice ne va pas être uniquement en fonction de la capitalisation boursière, on va tenir compte aussi des fondamentaux économiques, la croissance du chiffre d'affaires, le taux de marge bénéficiaire. Et là encore, avec ce Invesco RAFI Europe, on a 10% par an en moyenne sur 10 ans. Il y a moins de volat, mais c'est vrai qu'en 2018, ça a fait moins 10%. Exactement. Bah, voilà. Oui. Bouillon quand même. Il y a un moment… Il faut être clair, sur les marchés actions, il y a de la volatilité. Si vous ne supportez pas la volatilité, il ne faut pas aller sur les marchés actions. Exactement. En tout cas, ce du jour, c'était on voulait vous parler de cette histoire de paradoxale en apparence, cette bizarrerie où on a des indices européens, des marchés actions européens qui progressent. On a dit 13% pour l'Eurostoxx, mais derrière,
peu de volume, moins de volume. À la fois, on le voit bien sur le CAC 40 et sur les flux, il y a des décollectes importantes sur toutes les SICAV du marché investissent sur l'actions européenne. Et ça, il faut regarder ça de près. Absolument. Allez, mais pas de panique. No panique avec Frédéric Lorenzini, cofondateur du site N3D. Merci. À bientôt.